Le docteur Provost nous a montré que l'imagerie permet de voir et donc de découvrir qu'il peut y avoir une tumeur dans la boîte crânienne et forcément après, on va voir le neurochirurgien. Le neurochirurgien, c'est un chirurgien spécialiste de la chirurgie du système nerveux et des enveloppes, c'est-à-dire qu'il traite par la chirurgie les maladies qui touchent le système nerveux, donc les nerfs, la moelle épinière, le cerveau, mais également les enveloppes qui protègent le système nerveux, comme l'os, la colonne vertébrale, le crâne et les méninges. Donc, il est capable de traiter par chirurgie les maladies qui touchent ces parties-là. Mais le neurochirurgien, c'est un spécialiste hyper spécialisé, c'est-à-dire qu'au-delà de ça, il ne va pas être compétent. Donc, ne demandez pas à un neurochirurgien d'opérer une appendicite, ça ne passera mal. Et je prends cette image-là des couteaux. Le neurochirurgien, c'est probablement pas un couteau suisse, c'est plutôt un des couteaux qui existe dans sa ménagère, parce que cette hyper spécialité au sein même de la spécialité est nécessaire, parce que la polyvalence, elle est rarement associée à l'excellence, et face à une maladie qui touche le système nerveux, on a besoin d'excellence pour s'en sortir le mieux possible. Et entre parenthèses, un neurochirurgien, comme tout le monde, ne peut pas tout bien faire, et il faut donc aller voir le neurochirurgien compétent dans son domaine. La neurochirurgie, c'est un vaste monde. Il y a des neurochirurgiens spécialistes de la chirurgie de la colonne vertébrale, des neurochirurgiens spécialistes des malformations des vaisseaux, des neurochirurgiens spécialistes du traitement de la douleur, des neurochirurgiens spécialistes des tumeurs et de certaines tumeurs. Donc l'enjeu au départ va être de trouver le bon spécialiste de sa pathologie, parce qu'un chirurgien, neurochirurgien, dans une grande structure, n'est pas forcément le plus compétent dans votre cas particulier. Donc quand vous le voyez, il ne faut pas hésiter à poser la question, mais vous, ça, vous le savez bien le faire ou pas, il ne faut pas hésiter, parce que ça compte, encore une fois, quand il s'agit de son système nerveux. Donc c'est quelqu'un hyper spécialisé qui va répondre à différentes questions. Il ne va pas opérer d'emblée, mais le rôle du neurochirurgien, c'est face aux symptômes qui ont été révélés la maladie, face à l'imagerie, comprendre, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, est-ce que l'on voit, ce que l'on voit à l'imagerie est bien responsable des symptômes, oui ou non, qu'est-ce que ça peut être comme maladie, bien sûr, le radiologue a donné des pistes précieuses, et ensuite, quand face à ces hypothèses, on pense que cette maladie que l'on voit est responsable des symptômes, on va dire il faut traiter et choisir un traitement approprié. Le traitement approprié, c'est pas toujours opérer. Le traitement approprié, ça peut être attendre, surveiller. Le traitement approprié, ça peut être d'arrêter des traitements. Le traitement approprié, ça peut être d'en introduire. Le traitement approprié, ça peut être d'opérer. Mais il va choisir et des fois, effectivement, il peut décider d'opérer. Et là, c'est important parce que face au neurochirurgien, vous recevez des informations et les annonces que vous recevez sont difficiles et vous recevez en pleine figure dans un délai court qui est souvent celui de la première consultation où on vous dit bonjour, on vous dit il y a une tumeur dans la tête, faut opérer, puis vous savez, la chirurgie c'est risqué, puis vous savez, il y a des risques de séquelles. Donc ça, c'est difficile à entendre, mais il faut quand même l'entendre parce qu'on doit savoir où on met les pieds et il faut arriver à retenir tous les éléments importants. Et face à une annonce comme ça, on est finalement devant le premier jour du reste de sa vie parce que ça change beaucoup de choses. Tout ce télescope peut avoir du déni, des difficultés à comprendre. Quand en plus la maladie crée des symptômes neurologiques, ça rend encore plus difficile la compréhension de tout ça. Mais il faut que vous arriviez à comprendre et c'est pour ça que faut poser les questions. Et si besoin, plusieurs consultations face à une tumeur non urgente. C'est habituel de voir le neurochirurgien deux fois. La première fois, on explique tout ça. La deuxième fois, on remet tout ça sur la table et on va plus dans le détail. Et quand vous voyez le neurochirurgien, il ne faut pas hésiter à préparer vos questions sur une feuille ou sur le téléphone. Il n'y a pas de honte à ça. C'est même très important parce que la plupart du temps, on sort de la consultation que dit zut, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça. Donc, il faut préparer son entretien, ne pas hésiter à poser toutes les questions. Et il n'y a pas de mauvaises questions. Idéalement, venir accompagner parce que quand il y a quelqu'un avec vous, il entend aussi ce qui a été dit et ça permet derrière, quand on rediscute, de reformuler. Ah, moi, j'ai pas compris ça ou moi, j'ai oublié. Donc, c'est bien de venir à plusieurs oreilles. Et puis, vous pouvez également demander
et en général le neurochirurgien vous dira oui bien sûr, d'enregistrer l'entretien, pas par esprit d'inquisition, mais pour justement avoir la trace de ce qui a été dit, parce que là encore, vu qu'il y a beaucoup d'informations, c'est difficile de tout retenir. Internet, il faut s'en méfier parce qu'il y a tout et n'importe quoi. Concernant les méningiomes, le site Amavea, il y a surtout plus tout que n'importe quoi, vous pouvez aller le voir, mais sinon c'est avec parcimonie parce qu'on peut s'égarer sur Internet et avoir des témoignages ou des explications qui ne correspondent pas forcément à votre problème particulier, du coup avoir plus d'inquiétudes ou de questions que de renseignements. Mais là, le message, c'est le neurochirurgien est votre interlocuteur et il doit prendre le temps de répondre à vos questions et quand bien même il a l'air pressé ou il a l'air d'être la statue du commandeur, il faut lui poser les questions pour pouvoir arriver à la chirurgie en pleine connaissance de cause de qu'est-ce qu'on va faire et pourquoi. Parce que la chirurgie, elle a des buts, et elle a globalement trois grands buts qui sont potentiellement complémentaires face à une tumeur du système nerveux central. Ça va être tout d'abord d'améliorer les symptômes, enlever la maladie, enlever une boule qui comprime le cerveau et qui fait des symptômes, ça va contribuer à améliorer ces symptômes. Premier intérêt de la chirurgie. Deuxième intérêt, ça va être d'obtenir le diagnostic, parce que la maladie qu'on enlève, on l'envoie à l'anatomopathologiste. Le docteur Metten nous expliquera tout à l'heure ce qu'elle va en faire, mais l'intérêt, c'est d'analyser précisément la nature de cette maladie et d'en tirer des renseignements précieux sur son agressivité, son comportement et ce qu'il faut faire ou pas après la chirurgie. Et enfin, l'intérêt de la chirurgie, c'est retirer la maladie pour la traiter. Quand cette tumeur n'est plus dans le corps, eh bien, c'est un grand pas pour la traiter. Tout en rappelant que la chirurgie, c'est le premier traitement des tumeurs du corps humain, au-delà du système nerveux, et c'est le premier traitement curatif des cancers quand il s'agit de cancer. Donc, enlever permet de traiter. Voilà les trois buts. Le premier but, comme je l'ai dit, anatomopathologique, le docteur Metten le détaillera, mais le neurochirurgien a un rôle important de donner des prélèvements, si je puis dire, de qualité pour que l'analyse soit informative. Si vous donnez la totalité de la maladie, le collègue aura une vue la plus complète possible de la maladie et pourra donner un diagnostic plus précis. Si vous êtes contraint de donner un tout petit morceau, tout brûlé ou tout abîmé par le geste chirurgical que vous avez fait, on peut, à l'extrême, avoir une impossibilité de conclure un diagnostic parce que le prélèvement n'est pas de bonne qualité. Donc c'est crucial, le neurochirurgien n'analysera pas du tout cette maladie, le neurochirurgien a pour but de donner des prélèvements plus qualitatifs possibles, meilleure qualité possible, meilleure quantité si on peut le dire ainsi, et les plus représentatives de la maladie pour que le collègue neuropathologiste puisse faire un diagnostic le plus précis. L'autre but de la chirurgie, c'est améliorer les symptômes. Comme je vous l'ai dit, quand il y a une masse qui appuie sur le système nerveux, eh ben, enlever cette masse décomprime et permet d'améliorer les symptômes. Vous voyez ici quelques exemples. Cette image à gauche, vous avez une lésion intracérébrale dans le lobe pariétal gauche de cette personne qui est responsable de crises d'épilepsie et de troubles de la sensation sur la partie droite du corps. Enlever cette maladie avec tous les moyens requis pour réduire les risques va permettre de traiter les crises d'épilepsie en plus des médicaments antiépileptiques et de réduire les symptômes de déficit sensitif. Cette chirurgie du cerveau sera menée sous le contrôle d'une cartographie fonctionnelle péropératoire en conditions éveillées, et tout à l'heure, le Dr Roux nous l'illustrera. Vous voyez cet exemple ici, vous avez dans la colonne vertébrale la moelle épinière, et la moelle épinière ici, elle est écrasée par une grosse bille. Elle n'est pas si grosse que ça, parce qu'elle fait moins de 2 cm, mais elle est grosse là où elle est, parce qu'elle est dans un canal, un tube en os incompressible, et forcément, elle comprime la moelle épinière, et ce méningiome est responsable d'une paralysie des deux membres inférieurs, donc une personne qui ne peut plus marcher. Donc là, on comprend également que l'intérêt de la chirurgie, en enlevant cette boule, c'est de décomprimer la moelle épinière et d'améliorer les symptômes. Et là, un exemple à droite important d'un très gros méningiome qui touche les deux lobes frontaux, qui est responsable d'une augmentation de pression dans la tête, ce qui s'appelle un tableau d'hypertension intracrânienne, avec notamment des maux de tête incroyable et qui ne passe pas tout seul, avec du coup une compression des deux lobes frontaux, avec donc des troubles du comportement, des troubles de l'humeur et également des troubles de conscience. Donc là encore, on comprend aisément qu'enlever cette grosse masse va permettre de décomprimer le cerveau et de contribuer à améliorer les symptômes. Le dernier but de la maladie, c'est enlever pour traiter.
retirer la tumeur. Dans certains cas, et ça dépend pas que du chirurgien, ça ne dépend pas que du geste chirurgical, ça dépend de la maladie. Certaines maladies, des tumeurs qui existent dans la tête, on peut les guérir avec la chirurgie. C'est le cas des méningiomes, où dans une grande majorité des cas, la chirurgie, quand elle retire tout, et quand le méningiome est peu agressif, on peut avoir une guérison, ça veut dire que la maladie ne reviendra jamais. Quand on ne guérit pas, enlever, ça permet d'améliorer la survie, c'est-à-dire empêcher que le méningiome ou l'autre maladie repousse et menace la vie de la personne. Et la difficulté, c'est d'enlever une maladie tout en préservant la qualité de vie des gens, parce que bien sûr, la chirurgie, c'est un geste agressif pour le corps, quand bien même il est délicat. Il y a une convalescence qui vient derrière perturber la qualité de vie des gens, et s'il y a des séquelles qui s'y associent, on peut perturber de façon permanente la qualité de vie des gens, parce que s'il y a un déficit qui apparaît, on ne vit plus aussi bien après qu'avant. Donc tout l'enjeu, c'est de faire des gestes forts où on enlève quelque chose dans le cerveau sans abîmer le cerveau. Et je prends ces exemples-là. Hein. Vous avez à droite une grosse tumeur intracérébrale dans les lobes frontal et insulaire du côté gauche. C'est un gliome. On a fait une chirurgie où on n'a pas tout retiré. Il y a un petit quelque chose qui reste là, mais on ne pouvait pas enlever plus parce que les limites fonctionnelles dans le cerveau étaient atteintes. Mais on comprend aisément qu'on contribue à améliorer les symptômes de cette personne, à empêcher que cette maladie menace sa vie et à ne pas l'avoir aggravée par les moyens employés. Et la chirurgie est bien le premier traitement face à un gliome, quel que soit le gliome, parce que les gliomes, c'est une grande famille. Un autre exemple là, où vous avez un très probable méningiome qu'on a retiré, qui est pas si facile que ça parce qu'il touche certaines grosses veines, mais quand il est enlevé en totalité, on peut également traiter la maladie, éventuellement guérir, et la chirurgie est bien le premier traitement face à un méningiome. Donc, retirer la tumeur, c'est ce qu'il faut faire quand on peut le faire. Et là, ce n'est pas si facile que ça. Je montre cette balance où il faut toujours peser, et c'est le travail du neurochirurgien et des médecins qui s'occupent de vous, devront peser le bénéfice à retirer cette tumeur et le risque que l'on prend pour le faire. Et c'est une question de balance entre le bénéfice et le risque. Il y a des fois où on est certain qu'on peut opérer, il y a des fois où on ne peut pas opérer. Et quand est-ce qu'on ne peut pas opérer? Eh ben, c'est quand la maladie est située dans des parties du cerveau où on sait qu'on n'arrivera jamais à l'enlever suffisamment en quantité pour impacter son évolution, et qu'on prend un risque très important d'aggraver la personne pour le faire. Donc s'il y a un bénéfice faible, c'est-à-dire notre geste chirurgical peut bloquer l'évolution de la maladie, et qu'en plus on prend des gros risques d'aggraver la personne pour le faire, entre guillemets, ça ne vaut pas le coup. Donc une chirurgie, théoriquement, elle est toujours possible, mais c'est les dégâts que l'on fait qui font limiter. À l'inverse, on peut aussi dire, cette chirurgie, elle est très risquée, mais si on arrive à tout enlever parce que c'est faisable, il y a un grand gain, un grand bénéfice, bah ça vaut des fois le coup de prendre un gros risque s'il y a un grand bénéfice. Et enfin, face à une maladie, au jour J, on peut décider qu'il n'y a pas trop de risques par rapport aux bénéfices, mais plus tard, quand la maladie a de nouveaux comportements, qu'elle peut recommencer, on remet dans la balance le bénéfice et le risque à traiter. Donc la décision de oui, on peut opérer, non, on ne peut pas, elle est valable au moment où le patient se présente avec une particularité à l'imagerie, avec des symptômes, mais c'est à réévaluer au cas par cas. Ça veut dire une maladie qui n'est pas opérable le jour J, elle peut devenir opérable des années, des mois plus tard, si la situation a changé. Et ça, c'est une discussion. Le chirurgien doit vous expliquer pourquoi il retient l'opération, il ne la retient pas. Ça, c'est très important de bien comprendre. Après, lorsqu'on décide de retirer la maladie, d'opérer parce que c'est opérable, est-ce qu'on peut toujours tout retirer? La réponse est non, on ne peut pas toujours tout retirer, mais il n'empêche que la chirurgie reste utile. Et là encore, c'est cette gestion de la balance entre le bénéfice et le risque. Je l'illustre ici avec à gauche un volumineux méningiome qui est très important, qui comprime le cerveau, le tronc cérébral, les nerfs crâniens, les artères et les veines avec un patient qui ne va pas bien. On a opéré et on voit qu'on en a entre guillemets enlevé beaucoup, mais il en reste ici, il reste un petit morceau ici jugé trop risqué
à être retirés parce que contre des artères importantes qui, si elles sont blessées pendant la chirurgie, peuvent tuer la personne. Donc on a volontairement laissé en place ce morceau-là pour ne pas prendre trop de risques, mais on a enlevé tout le reste pour avoir le bénéfice. Et le bénéfice, c'était décomprimer le lobe temporal, décomprimer le tronc cérébral, décomprimer le nerf optique qui est par là-dessous. Voilà un exemple de chirurgie volontairement incomplète, mais utile. Et qu'est-ce qu'on fait du morceau qui reste? Et bien là, c'est des discussions qui ont lieu avec les médecins en fonction de ce qui reste, des données, de l'analyse. Un autre exemple où vous avez une tumeur intracérébrale du lobe frontal gauche qui est un gliome, qui est responsable de crise d'épilepsie et de déficit de la partie droite du corps avec une boiterie. Vous voyez, sur l'IRM après, on n'a pas tout enlevé, il y a un grand trou, mais il reste des traînées blanches. Et comme a dit le docteur Provost, ces traînées blanches, ça peut être une cicatrice, mais ça peut être de la maladie. Là, c'est de la maladie. On a volontairement laissé une partie de la maladie qui infiltrait le cerveau dans la partie du cerveau qui contrôle la motricité pour ne pas aggraver l'état du patient. Et on a, faisant ce geste-là, on a eu le diagnostic, contrôlé les crises d'épilepsie, permis aux patients de récupérer, et la maladie a ensuite été traitée par un complément de traitement, par chimiothérapie. Donc tout est une question de balance entre le bénéfice à agir et le risque que l'on prend à agir. Après, le traitement, le neurochirurgien, il ne doit pas dire au revoir monsieur, au revoir madame, il doit être là pour vous accompagner. Et le neurochirurgien, en tout cas au GHU, c'est comme ça qu'on le pense, c'est qu'il va être votre référent avant pour vous expliquer, pendant bien sûr parce qu'il pilote la chirurgie, mais également après. Il doit assurer les suites de la chirurgie, vérifier que des complications n'arrivent pas. On peut avoir des crises d'épilepsie, on peut avoir un saignement, on peut avoir une cicatrice qui évolue pas comme il faut, donc il doit vérifier tout ça. Il doit également s'assurer que les traitements qui sont à faire en plus après l'opération sont bien mis en place, donc c'est lui qui doit coordonner avec les autres acteurs du traitement. Je prends un exemple, s'il y a besoin de faire de la radiothérapie, s'assurer que le contact est pris avec le radiothérapeute compétent dans une géographie cohérente avec votre domicile pour organiser ça et que les éléments du dossier sont bien transmis. S'il doit avoir de la chimiothérapie, c'est pareil. S'il doit avoir un avis très spécialisé auprès, par exemple, d'un épileptologue parce qu'il y a des crises d'épilepsie, il doit vérifier tout ça, donc il doit vraiment piloter votre traitement. Et ensuite, même s'il n'y a pas de traitement, il y a toujours une surveillance à faire, parce que des maladies, j'ai dit, on peut guérir certaines maladies, mais il ne suffit pas de le dire, c'est guéri, au revoir. Il faut s'assurer qu'une maladie correctement traitée ne repousse pas. Et du coup, quand bien même tout le monde est très confiant sur un cas particulier, parce que la probabilité que ça repousse est très faible, il faut vérifier. Donc il y a des surveillances avec des IRM régulières dont le rythme va être adapté en fonction de la maladie, associé à des consultations pour vérifier que tel ou tel problème n'est plus là, pour gérer les éventuels médicaments qui restent. Quelqu'un qui faisait des crises d'épilepsie avant l'opération, qui n'en fait plus après, on va pouvoir tranquillement arrêter les médicaments. Donc il faut piloter tout ça, piloter la reprise du travail, piloter ou à l'inverse l'arrêt du travail qui se poursuit et rédiger les éléments nécessaires. Donc cet accompagnement doit être fait par votre neurochirurgien. Donc voici en quelques mots les grandes lignes de ce qu'est le rôle du neurochirurgien face aux tumeurs du système nerveux central et de ses enveloppes. Et je laisse la parole maintenant au docteur Mettet, neuropathologiste.